Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Nord Politique sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Comme chaque jeudi soir, 30 minutes de politique locale et aujourd'hui on va parler du SDIT dans la métropole. Tramway, bus, jusqu'au 5 avril, la MEL organise des réunions publiques pour présenter ses futures lignes de transport en commun qui circuleront donc dans la métropole lilloise. Quelles améliorations et quelles attentes pour les usagers? On en parle tout de suite. Pour en parler ce soir, nos trois invités, je commence avec à ma droite Sébastien Leprêtre, vice-président de la MEL en charge des transports, bonsoir. Bonsoir. Avec nous aussi François-Xavier Cadar, maire de Seclin, bonsoir. Bonsoir. Et on n'oublie pas donc Fabien Delecroix, porte-parole du collectif d'usagers des transports, bonsoir. Bonsoir. On vous retrouvera donc à la fin de cette édition pour me parler un petit peu de tous les avis qui sont nombreux, puisqu'il y a beaucoup de réunions publiques organisées par la MEL, mais on va d'abord parler de la base, de ce schéma directeur des infrastructures de transport. Il a été adopté, voté en 2019. Il y aura donc 5 nouvelles lignes de tramway, 2 lignes de bus à haut niveau de service. Alors, quelles sont les grandes dates de ce grand projet de la MEL ? Alors, comme vous l'avez indiqué, ce projet, il a été finalement posé en 2019, construit en 2019, délibéré à l'unanimité du Conseil métropolitain en 2019, et maintenant il rentre dans une phase plus active, puisque depuis le 21 février a démarré la concertation préalable autour de ces 4 lignes structurantes qui sont dans ce schéma, 2 lignes de tramway et 2 lignes de bus à haut niveau de service. C'est-à-dire qu'on pourrait les voir arriver quand, ces lignes ? Alors l'objectif, ça serait que finalement les premiers coups de pioche soient donnés fin 2025 et que les essais et mises en service démarrent, on va dire, dans le courant de l'année 2028. Alors comment elles ont été définies, ces lignes? Comment vous avez choisi les terminus? Comment ça s'est passé? C'est beaucoup de négociations avec les maires notamment? Alors, dès 2019, il y a des choses qui ont été co-construites. Il y a une concertation qui a eu lieu d'ailleurs, y compris en 2019, autour de ce schéma. Et pour ce qui concerne la concertation préalable et le choix des tracés et des variantes à ces tracés références, naturellement, on est allé à la rencontre des maires. Mais on a aussi rencontré les maires sur un mode plus collectif dans le cadre de ce qu'on appelle des comités de ligne, en associant toutes les communes finalement directement concernées par le passage d'un tramway ou d'une ligne de bus au niveau de service. On a aussi beaucoup dialogué avec notre AMO, notre quelque part société qui aide à la décision, et puis avec notre délégataire actuel de transport collectif. Alors s'il fallait résumer un petit peu ces 2 lignes, qui sont en fait 5, mais d'abord il y a donc cette expansion du tramway dans le secteur de Roubaix-Tourcoing. Pourquoi étendre un peu ces lignes? C'est là où il y avait peut-être le plus de besoins dans la métropole? Encore une fois, on est parti des besoins existants et de ceux qu'on peut projeter par rapport à des projections démographiques, à des projections économiques. Et effectivement, sur ce versant nord-est, comme on avait l'habitude de l'appeler, il y a véritablement des besoins capacitaires qu'il faut aller à la fois satisfaire et chercher. En lien avec les chiffres alors? Combien d'usagers quotidiennement à terme pourraient les prendre ces tramways? Alors les chiffres à l'échelle finalement de l'ensemble de ces 4 lignes, je répète, c'est 2 lignes de tramway, une sur le versant nord-est et une qui concerne plus le pôle métropolitain Lille et sa couronne, et puis 2 lignes de bus à niveau de service. On est sur un potentiel de 500 000 habitants et 350 000 emplois. Parlons aussi donc de ces 2 lignes de bus avant d'aborder plus donc le versant aussi sud de la métropole lilloise. Mais ces 2 lignes de bus, quelles sont les différences qu'elles auront avec les lignes de bus Ilévia qu'on connaît tous? Alors, elles auront des capacités de transport plus importantes et surtout une régularité, une vitesse de circulation qui doit permettre de les mettre en concurrence forte avec la voiture, puisque c'est ça notre objectif. C'est véritablement qu'il y a un transfert modal qui s'opère de la voiture vers le transport collectif. On a coutume de dire que finalement, une ligne de bus au niveau de service, c'est un tramway sur pneus. Sur roue et d'ailleurs physiquement ça ressemble un peu à ça. Donc l'objectif c'est véritablement d'opérer ce transfert modal et donc d'offrir à ces lignes de bus des conditions de circulation qui permettent de jouer cette concurrence à fond. Et pourquoi ne pas avoir choisi d'y mettre là aussi des lignes de tramway? Quel est l'avantage du bus? C'est qu'il y avait peut-être moins de construction, moins de travaux à faire pour les avoir? Alors, d'abord, ça coûte moins cher une ligne de bus à niveau de service qu'une ligne de tramway. Ça, il faut pas se le cacher. Au kilomètre, une ligne de bus à niveau de service, ça aussi entre 6 et 10 millions d'euros. Et un kilomètre de tramway, ça aussi entre 20 et 25 millions d'euros. On le rapporte ça naturellement aux besoins capacitaires qui ont été estimés, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. Et naturellement, en fonction de tous ces éléments, on choisit plutôt d'épanouir une ligne de bus à niveau de service ou une ligne de tramway. Et donc là, les 2 lignes de bus, où il y en a la première qui relie Villeneuve-d'Ascq et Lille, s'il faut résumer, et l'autre, c'est plus Villeneuve-d'Ascq,
Marc en Barœul. Oui. Et pourquoi donc avoir mis des bus ici et pas des bus aussi, par exemple, à Roubaix et Tourcoing? Parce que là, encore une fois, le besoin capacitaire est plus important. Voilà. Encore une fois, le besoin capacitaire d'aujourd'hui est surtout celui qu'on peut projeter demain, en lien avec le développement qu'on peut d'ores et déjà sentir, pressentir, identifier sur ce territoire-là, et aussi sur le territoire qui est celui du pôle métropolitain Lille et sa couronne, où là aussi il y aura un tramway qui va relier Vambrochy à Lille, et puis ensuite partir sur 2 branches au sud, une vers Aubourdin et une autre vers la ville de Seclin. Alors parlons maintenant des réunions publiques, puisque les tracés ne sont pas tous définis précisément. Il y a encore des réunions jusqu'au 5 avril. Il y en a une notamment le 30 mars prochain. C'est à Los à 18h. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire pour y participer. Mais ces réunions publiques, il y en a eu déjà beaucoup. Comment elles se passent? Quelles sont les plus grandes questions qu'on vous pose? Elles se passent plutôt bien. Nous, on est plutôt satisfait de voir que ce beau projet d'ampleur, alors qui nous projette dans un avenir plus ou moins proche, suscite de l'intérêt et de l'adhésion. Donc il y a une forte participation, à la fois dans les réunions et puis aussi sur cette plateforme internet qui est dédiée à la concertation, sur laquelle on invite aussi d'ailleurs les métropolitains usagers actuels et futurs transports en commun à se rendre pour contribuer, pour questionner. Donc on peut s'y connecter facilement via le site internet de la MEL. Ça s'affiche sur votre écran, c'est voilà. participation.lillemétropole.fr. Quant aux réunions, effectivement, on a eu alors d'abord ce qu'on appelle des zones d'interpellation citoyenne. Il y en a eu 16 pour aller chercher les métropolitains et les intéresser à la concertation. Ensuite, on a déroulé des réunions publiques, une réunion publique pour chacune finalement de ces lignes, tramway et BHNS. Et puis les réunions dont vous parliez à l'instant même, qui sont des réunions, on va dire, participatives, des ateliers participatifs, où là, pour le coup, on va déployer un temps d'échange, d'écoute et de co-construction à l'échelle de morceaux de lignes, parce qu'on considère aussi que c'est à cette échelle-là qu'on est peut-être le plus interpellant pour les populations qui sont directement concernées. Il y a la grande réunion de conclusion qui se fera en distanciel le 5 avril, où donc on vous invite évidemment à vous inscrire. Je suppose que le dossier, alors ce sera pas un dossier de réponse, mais le dossier de constat commence à grandir, les grandes lignes peut-être de ce que vous allez y répondre. Alors effectivement, le dossier monte au fur et à mesure des réunions, parce qu'au moment où on se parle, on doit avoir d'ailleurs sur le site internet 250 contributions directes, et elles continuent d'arriver, et c'est une bonne chose. Il est un peu tôt pour tirer le bilan naturellement de cette concertation. On devra le faire d'ailleurs au Conseil métropolitain de manière officielle à la fin du mois de juin, puisque là il y aura une délibération qui va quelque part tirer le bilan de cette concertation. Encore une fois, le schéma directeur d'infrastructure de transport auquel ces lignes participent, il nous envoie un horizon long-termiste qui est celui de 2035, même si j'ai indiqué à quelques instants que le calendrier permettrait aussi de voir des choses se concrétiser avant 2035, et c'est heureux. Donc on se sent beaucoup d'attentes. Et puis après, de questionnements auxquels il est difficile de répondre maintenant, puisque ce sont souvent des questionnements qui sont liés à des morceaux de lignes. Encore une fois, derrière la concertation préalable, il va y avoir des études complémentaires qui doivent permettre de répondre à ces questions. Et ces questions, elles trouveront des réponses plus concrètes et plus directes encore dans le temps d'enquête publique qui arrivera, lui, pour le coup, plus en 2024-2025. Et on parlera évidemment de ces réunions tout à l'heure dans cette édition avec vous, Fabien Delecroix, porte-parole donc du collectif d'usagers. Mais d'abord, on va parler du versant sud maintenant de la métropole lilloise. Là, quels sont les besoins de ce bassin sud de la métropole lilloise, qu'on peut parler de parents pauvres en termes de transport en commun? Il y a un besoin de liaison avec le cœur de la métropole, et puis il y a certainement une fonction qu'il faut regarder avec beaucoup d'intérêt et d'attention et aussi de vigilance pour quelque part contribuer à arrêter le flux de véhicules qui arrivent pour le coup du sud de la région, pas seulement du sud de la métropole, pour accéder au cœur métropolitain. Ça nous renvoie à la thrombose routière à laquelle nous sommes confrontés, j'allais dire maintenant quasiment quotidiennement. Donc il y a finalement un double enjeu de desserte de cette partie de notre métropole, mais aussi de gestion des flux qui dépassent la métropole et qu'il faut essayer de juguler et d'arrêter le plus à l'amont possible de notre territoire métropolitain. Et les objectifs justement de ces villes au sud de la métropole lilloise, on en parle tout de suite dans la deuxième partie de Nord Politique. Et je me tourne donc vers vous, François-Xavier Cadard, vous êtes donc le maire de Seclin. On va donc parler de ce tramway qui va arriver normalement à Seclin. Le tracé là est bien loin d'être défini. Pour vous, l'objectif et le fait d'avoir ce tramway, qu'est-ce que ça va changer concrètement pour Seclin ?
Déjà, je pense que c'est une chance extraordinaire que la ville de Seclin ait pu être inscrite sur le SDIT. Rappelons que voilà, le sud de la métropole, comme vous l'aviez indiqué tout à l'heure, a toujours été, pendant de longues années, le parent pauvre en termes de mobilité. On a pu constater deux phénomènes importants. Une attractivité beaucoup plus forte de la métropole européenne de Lille, qui aujourd'hui rayonne pleinement, et un phénomène d'urbanisation très fort au sud de la métropole. Et ces deux phénomènes ont eu pour conséquence, effectivement, dès lors qu'il n'y avait pas d'outils de mobilité qui étaient mis en face, de nous amener vers une certaine forme de thrombose qui se révèle chaque jour sur l'autoroute A1. Donc il y a un enjeu d'aménagement du territoire, il y a un enjeu de rayonnement pour les villes du sud de la métropole. Voilà, ce sont vraiment les enjeux, et vraiment, c'était important pour le sud de pouvoir offrir une alternative aux véhicules, et le tramway nous offre cette perspective. Aujourd'hui, quand on habite Seclin et qu'on travaille à Lille, quelles solutions on a pour pouvoir se rendre à Lille? Les solutions elles existent, mais elles sont réduites. Vous avez des lignes de train qui desservent la gare de Lille, mais à des heures plutôt le matin, sur le temps du midi et sur le soir. Des lignes de bus également qui permettent effectivement d'accéder à la métropole, mais les temps en tout cas et l'absence de cadencement réel de ces transports font qu'en réalité on n'a pas la même facilité que peuvent retrouver les villes du nord de la métropole pour accéder en cœur de ville. Ce fameux tramway, l'objectif ce serait que combien de personnes puissent le prendre chaque jour? Écoutez, moi j'ai pas forcément un regard par rapport à cela, mais je pense que la métropole est attractive pas que sur des aspects professionnels. Il y a un aspect culturel non négligeable. De nombreux usagers se rendent également pour des raisons scolaires vers le centre-ville. Le rayonnement économique de la métropole nous amène également à cela. Donc si vous voulez, le rayonnement de la métropole dans son ensemble fait que bon nombre d'usagers, et je ne parle pas que de Seclin, je vais vraiment parler de l'ensemble du sud de la métropole, ont à un moment dans la semaine besoin de se rendre en cœur de ville de Lille. Et c'est cela qu'il faut travailler essentiellement, et c'est ce sur quoi actuellement nous n'avons pas de dispositif de mobilité nous permettant de pouvoir être une alternative efficace à la voiture. Parce que vous êtes donc une porte d'entrée de la métropole lilloise, notamment pour toutes les personnes du bassin minier. Est-ce que vous ne craignez pas le fait d'avoir donc ce terminus qui arrive dans Seclin, que vous ne deveniez un espèce de grand parking pour toutes ces personnes qui se rendent et qui veulent éviter notamment l'autoroute 1? La question du terminus est effectivement fondamentale. Entre un terminus qui se situerait en cœur de ville et qui nous amènerait donc un flux de circulation en cœur de ville et un terminus qui se situerait en sortie de ville, les enjeux ne sont pas les mêmes. Moi, en tout cas, au stade effectivement de la concertation et des discussions que nous avons avec la MEL de façon régulière, je milite en tout cas pour que ce terminus se fasse davantage en sortie de ville, pour tout à la fois desservir la ville de Seclin en intramuros, mais aussi permettre aux usagers du PVL, du Carambeau, d'avoir un accès facilité au transport en commun sans devoir emprunter les rues étroites et magnifiques de la belle ville de Seclin. Là, les grandes dates de ce schéma, quand est-ce que vous devez rendre le tracé à la MEL? C'est comme ça que ça fonctionne? C'est donc on vient vous voir avec le tracé définitif, ou c'est vous qui allez plutôt... Encore une fois, nous on est allé voir les communes, on a eu beaucoup de réunions comme ça en direct avec les élus, les représentants des communes, les maires, et puis on a travaillé, je l'ai dit il y a quelques instants, à l'échelle des différentes lignes. Il y a cette concertation préalable qui se déroule jusqu'au 5 avril. L'idée, c'est aussi de recueillir l'avis des usagers, encore une fois, les actuels usagers, les futurs usagers. On va tirer le bilan de tout ça, et puis dans les études techniques qui vont devoir se déployer à l'issue de la concertation préalable, il sera temps d'affiner, de préciser les choses pour arrêter effectivement un tracé qui ne sera plus le tracé référence, mais le tracé choisi pour le coup, puisqu'encore une fois, au moment où on se parle, et c'est le cas sur la ville de Seclin, il y a des variantes qui sont mises au débat. Hier, on était sur la commune de Wattignies, dans le cadre de cet atelier participatif qui s'y déployait pour regarder avec des usagers qu'est-ce qui était le plus pertinent, emprunter le tracé de la zone industrielle ou pas. Là-dessus, il y a plusieurs options qui sont ouvertes et qui ne sont pas tranchées au moment où on se parle. Et ce sera donc à qui de trancher définitivement? C'est la MEL ou c'est la mairie qui... Les choses se font dans un dialogue qui est vraiment un dialogue extrêmement nourri entre la MEL d'un côté et les communes de l'autre. Mais si on est quelque part obligé de mener cette concertation préalable puisque ça relève de la loi, on le fait avec beaucoup de volontarisme. On ne le fait pas comme on accomplirait une figure quelque part seulement imposée. Dire aussi d'ailleurs qu'à l'issue de la concertation préalable, on souhaite poursuivre la concertation avec les usagers pour que
ce SDIT, qui est un acronyme un peu barbare, qui n'est connu que finalement que des sachants, il puisse aussi rentrer un petit peu dans le quotidien des gens et qu'ils puissent mieux se l'approprier pour deviner le dessin et y participer de ces futures lignes. On rappelle donc que le SDIT, c'est le schéma directeur des infrastructures de transport. Avant de revenir évidemment sur ces négociations qui se multiplient avec les usagers, un dernier mot sur le territoire de Seclin qui pourrait donc devenir beaucoup plus attractif grâce à cette ligne de transport en commun. Oui, Seclin, le territoire du sud métropolitain est déjà un territoire très attractif. On voit effectivement que la zone commerciale, par exemple, de Seclin est particulièrement sollicitée et l'absence de transport cadencé est un frein justement au développement de secteurs aussi importants que celui-ci. Donc oui, l'offre de transport nouvelle par une fréquence et un cadencement qui permettent aux travailleurs de pouvoir accéder de façon plus facilitée vers ces zones d'activité ne pourra en tout cas qu'avoir un effet positif pour l'ensemble de ces zones, pour les travailleurs qui s'y rendent chaque jour, mais pour le développement en tout cas du sud de la métropole. Ça pourrait pas avoir d'autres effets comme par exemple la hausse du prix de l'immobilier ? Écoutez, je ne pense pas qu'il faille voir une corrélation automatique entre développement du transport et augmentation du prix de l'immobilier. Alors, toute proportion gardée, il n'y a qu'à constater le prix de l'immobilier dans le Vieux-Lille, qui n'est dépourvu de transport en commun cadencé que de façon réduite. Donc, je pense que le territoire sud métropolitain est déjà un territoire très attractif en soi, ce qui fait qu'effectivement, on a des prix au mètre carré qui sont déjà très importants, aussi important que d'autres villes. Je pense que le déploiement, en tout cas, d'outils de mobilité plus efficaces ne seront, en tout cas, ne viendront qu'en accompagnement d'une attractivité qui existe déjà, sans que pour autant il y ait une explosion de l'immobilier. Et que pensent les Seclinois ? Est-ce qu'ils ont un choix préférentiel ? Est-ce que vous savez s'il y a un schéma, un trajet qui est privilégié ? Sur le tracé, non, je ne pense pas qu'il y ait un choix prédéterminé. Je pense qu'on rentre dans une logique effectivement de concertation où chacun doit apporter ses arguments et convaincre de l'opportunité d'un tracé plutôt qu'un autre. Moi, je serais particulièrement vigilant en tout cas sur le fait d'éviter de défigurer la ville. On a un cœur de ville qui est très attractif d'un point de vue commercial et j'emploie en tout cas des politiques qui vont en ce sens également. Et je ne souhaiterais pas que le tramway puisse à un moment donné, par son passage en centre-ville, mettre à mal des politiques que nous menons d'attractivité. Donc tout cela se fera en tout cas dans la discussion, dans l'appréhension d'éléments objectivés pour choisir tel ou tel tracé. Mais moi en tout cas je serai vigilant sur le maintien du cadre de vie de notre ville et effectivement ce que vous indiquez tout à l'heure, d'éviter que la ville de Seclin devienne demain un immense parking parce qu'il serait la première entrée au sud de la métropole pour accéder au transport en commun. Donc moi je serai particulièrement vigilant sur ce point. Et donc la parole aux usagers, c'est tout de suite un temps hors politique. Et c'est donc avec vous, Fabien Delecroix, porte-parole du collectif d'usagers des transports. Vous avez notamment publié ce tweet hier qui a eu beaucoup de réactions demandant l'avis justement des usagers. Alors on ne va pas parler de la qualité des transports à l'actuel, on est vraiment là pour parler de ce plan, de ce schéma de développement des transports. La première réaction, celle qui a été le plus publiée, c'était quoi ? Alors, avant toute chose, il faut vraiment une remise en contexte quand même de la situation. Donc, depuis 20 ans, il n'y a pas eu de réel nouveau schéma de transport, il n'y a pas eu de grandes infrastructures. Les dernières grandes modifications datent de le rallongement de la ligne 2 de métro. Donc il y a une certaine attente sur ce SDIT, c'est vrai, sur ces nouveaux projets. Et il faut dire aussi que depuis 20 ans, et vraiment, là je dis pas ça pour en vouloir à monsieur le prêtre, il n'en est pas responsable, c'est pas lui. Je suis en responsabilité depuis 2020. Donc il n'est pas en responsabilité depuis 20 ans, donc c'est pas du tout dans une optique de règlement de compte. Depuis 20 ans, il faut constater que malheureusement, les investissements qui ont été faits pour les usagers et usagères ont été mal vécus, car sur des choses qui ont plus apporté d'inconvénients que d'avantages en général. À savoir les portiques sur les... voilà, il y a des gens qui ont une mobilité réduite qui ont des poussettes qui, depuis les portiques, ont plus de difficultés à accéder aux services. À savoir le système passe-passe qui a rendu plus difficile aussi un certain nombre de choses pour beaucoup de gens.
qui a été vécu comme une difficulté. À savoir aussi, par exemple, il y a eu des choses un peu gadgets comme la navette autonome sur le site de la cité scientifique, qui a donc coûté 1 million d'euros et sans vraiment d'intérêt. Donc voilà, les dépenses qui ont été faites n'ont pas été les bonnes. Il n'y a pas eu de bon choix depuis 20 ans, et donc c'est très bien qu'on arrive à ce moment où on reva vers des vraies infrastructures de transport qui vont changer les choses au niveau de la métropole, qui vont permettre des déplacements, qui vont, effectivement, on espère, permettre aux gens de privilégier les transports publics plutôt que la voiture, parce que la question c'est pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas ? Parce que pour l'instant, soit c'est des questions d'accès, c'est-à-dire de desserte, des lignes qui parfois ne vont pas jusque certains quartiers, ou aussi des questions d'efficacité. Là, le schéma, comme il est prédécrit, il vous plaît ? Alors, le schéma qui est prédécrit est intéressant. Le premier inconvénient, et c'est ce que nous disent aussi les usagers dans leur retour, c'est le côté, c'est pas demain. On peut pas faire sortir une ligne de tram en quelques jours, c'est pas possible, on est d'accord, ni en un an. Donc ça, on peut le comprendre. Par contre, au niveau bus, on pourrait espérer que ce soit un peu plus rapide que ça pour arriver à des bus à niveau de service. Là, on est parti sur 6 ans pour les premières mises en service. Ça paraît lointain. Il faut des réponses. Alors, on ne peut pas tout mettre en place d'un coup, mais je pense que c'est important qu'il y ait une progressivité dans le déploiement de ce schéma et qu'il y ait des choses concrètes qui s'opèrent plus vite. Ce serait possible ? Ce qui arriverait sur la métropole ? Mais il n'aura pas la qualité de service qu'on prête au BHNS. Si on va plus vite que la musique, parce qu'encore une fois... C'est quoi le plus long ? C'est donc de créer ces lignes ? Parce que les bus, en soi, c'est pas de les dessiner sur un plan, c'est de les réaliser très concrètement, c'est d'opérer les aménagements qui feront qu'encore une fois, il sera plus intéressant pour quelqu'un qui veut se déplacer d'un point à un point B de prendre le bus à niveau de service que de prendre son véhicule. Donc ça réclame des investissements qui sont pas négligeables, et donc des études techniques préalables qui réclament du temps, effectivement. Donc il faudra un peu de patience donc pour les usagers. L'autre constat ? Il y a quand même des tronçons sur lesquels il y a déjà les aménagements qui sont... Enfin, en tout cas, la mise en place de bus à niveau de service est possible sur certains tronçons des futures lignes. Donc on pourrait imaginer vraiment une progressivité. Par contre, c'est sûr qu'il y a des endroits où il faut des aménagements. Il y a des endroits où pour pouvoir faire passer 2 bus, clairement, il va falloir refaire la rue complètement, en prenant en compte aussi les aspects cyclables. Je sais pas, si je pense à ce que je connais, je pense par exemple à la rue des Fusillés sur la ligne de bus à haut niveau de service entre Villeneuve et la partie plus nord. Mais il y en a d'autres encore qu'on peut imaginer, alors qu'il y a des endroits où on a déjà des grands boulevards qui sont bien larges, où là, il y aura beaucoup moins d'efforts à faire pour pouvoir faire passer 2 bus. Mais le temps passe, et il faut qu'on arrive donc à la suite du débat. Mais donc, une fois qu'on a mis de côté donc ce délai qui va malheureusement devoir traîner, il va donc falloir patienter pour avoir donc la ligne à qualité de service qui est désirée donc par l'AMEL. Mais les autres constats peut-être sur le tracé, au-delà de la date, quelles sont les remarques que vous avez reçues ? Sur le tracé, nous on a des remarques qui nous disent qu'il ne faut pas oublier certains quartiers, qu'il faut vraiment desservir par exemple des quartiers de Tourcoing en particulier, qu'il faut aussi avoir des pôles multimodaux qui soient faciles à comprendre. Il y a des situations comme aujourd'hui à Pont-de-Bois ou à Porte des Postes où les usagers nous disent on ne s'y retrouve pas en termes de bus, il y a 5 minutes pour aller d'un bus à un autre. Donc c'est important que les liaisons soient vraiment faciles. Aussi on peut penser multimodalité avec le vélo. Mais aussi, c'est vrai, la question qui a été abordée juste avant avec les parkings relais, c'est important de pouvoir avoir des parkings relais hors des centres-villes, évidemment, pour pouvoir prendre les transports en commun. Donc il y en a déjà actuellement, et c'est une très bonne chose. Il faut amplifier ça, donc pourquoi pas effectivement à Seclin en bord de ville, pourquoi pas aussi ailleurs. Et pour ça, encore une fois, il y en a qui sont d'ailleurs déjà actuellement là et pas utilisés. Il faut pas attendre, à mon avis, pour une bonne partie des choses. Il faut amplifier les choses. Ça, des parkings relais, Sébastien Lepret, c'est dans le projet, là aussi, on peut en voir arriver sur ce sujet. Il y en a dans le cas du SDIT, mais encore une fois, il faudrait pas qu'on laisse entendre aux téléspectateurs que il y a le SDIT avec cette échéance lointaine et qu'il ne se passe rien et qu'il ne se passera rien d'ici à cette échéance lointaine, parce que ça ne sera pas le cas et que ça n'est pas le cas. Que les politiques transports, elles se déploient sur le territoire de l'AMEL
à côté et en anticipation du SDIT. Donc des aménagements d'horaires, des réalisations très concrètes. Oui, il y en a qui s'opèrent et qui vont continuer de s'opérer d'ici à l'échéance de 2028 que j'évoquais pour les premiers essais, les premières mises en service. Voilà, c'est important de le dire. Hein. Moi, je comprends l'attente, j'entends l'impatience, mais encore une fois, tout n'est pas relié au SDIT. Hein. Le SDIT, c'est du plus. C'est de l'amélioration, c'est de la montée en gamme, de la montée en qualité. C'est aussi avoir cet objectif, je le redis parce que c'est important, de rentrer dans une concurrence forte en termes de part modale qu'on va aller chercher à la voiture. L'objectif qui est le nôtre, c'est de passer de 57% de part modale occupée par la voiture aujourd'hui à 40% à échéance 2035. Donc de faire que la voiture soit plus la part modale majoritaire de déplacement sur notre métropole. Ça réclame effectivement d'avoir des outils comme ceux dont on souhaite se doter avec ces 4 lignes structurantes. Et puis il y avait juste une question car on n'a pas eu le temps d'aborder, il nous reste une petite minute, mais il n'y a pas de tramway prévu dans l'île intramuros. C'est vrai que c'était une question qui avait été assez abordée. Ça pour le coup c'est quelque chose qui est complètement inenvisageable. C'est quoi? C'est parce qu'il y a déjà les métros? Il y a déjà d'abord dans l'île intramuros une offre de transport public qui fait pâlir d'envie beaucoup de maires. En l'occurrence, à Lille, il y a une offre qui existe et un beau maillage. Pour le coup, il y a aussi un autre argument qu'il faut vraiment entendre et comprendre, c'est celui finalement qui consiste à envisager le tramway, là, dans le cas d'espèce, comme un outil qui va permettre d'accompagner aussi les mutations urbaines qui sont en cours en frange de la ville de Lille, et notamment sur ce flanc ouest et sud. Et donc concevoir le tramway comme un outil qui va accompagner, encourager cette transformation de la ville, et encore une fois, ça va s'incarner dans des projets très concrets. Je pense que c'est aussi voir le tramway comme un outil pas seulement de mobilité, mais aussi un outil de requalification de la ville. Je suis obligé de vous couper. Merci beaucoup Sébastien Lepret, vice-président des Transports à la MEL. Merci beaucoup François-Xavier Cadar, maire de Seclin, et Fabien Delecroix, porte-parole donc du collectif d'usagers, d'être venus porter ces messages. On rappelle la réunion du 5 avril en distanciel et vous pouvez vous inscrire sur Internet. Très bonne soirée à toutes et à tous sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.